Paris, 1990. Une brise fraîche d'automne balayait les ruelles pavées du quartier latin, soufflant entre les vieux immeubles et les arbres qui commençaient à se défaire de leurs feuilles dorées. C'était une soirée comme tant d'autres, avec l'odeur du café et du pain frais flottant dans l'air. Une scène familière pour quiconque connaissait la ville historique, célèbre pour ses rues médiévales et l'imposante cathédrale Notre-Dame. Mais cette nuit-là, la beauté habituelle de la ville lumière serait entachée par un acte de brutalité qui défierait la logique et la justice pendant des décennies. Isabelle Dubois, une talentueuse professeure d'art de 32 ans, originaire de Bordeaux, vivait dans un charmant appartement rue des Beaux-Arts. Sa vie était une toile vibrante de couleurs et de passion, dédiée à l'art et à ses étudiants de l'école des Beaux-Arts. Elle était connue pour son énergie contagieuse et son regard critique, qui inspirait autant qu'il intimidait parfois. Le lendemain matin, le silence inhabituel provenant de son appartement a attiré l'attention de Madame Dubois, une voisine âgée qui vivait à l'étage supérieur. Inquiète, après plusieurs coups sans réponse, elle a appelé la police. En entrant dans le petit appartement, une scène de chaos et de violence s'est révélée. Le corps d'Isabelle gisait sur le sol du salon, à côté d'un chevalet renversé et d'une toile déchirée, témoin muet d'une confrontation finale. L'inspecteur Jean-Pierre Valois, un vétéran de la brigade criminelle de Paris, a été le premier détective à arriver. Son regard expérimenté a rapidement balayé la pièce, absorbant chaque détail. Un vase en céramique brisée se trouvait près de la tête de la victime, suggérant une possible arme du crime. Un tiroir de la commode était ouvert, mais, curieusement, rien de valeur ne semblait avoir été volé. Les bijoux, l'argent et les objets d'art d'Isabelle sont restés intacts, ajoutant une couche de mystère à un crime qui, à première vue, ressemblait à un vol. Qu'est-ce qui aurait pu motiver une telle fureur si ce n'était pas le vol? Un froid pressentiment a parcouru Jean-Pierre. Ce ne serait pas une affaire ordinaire. L'équipe médico-légale, dirigée par la Dre Sylvie Moreau, une pathologiste de renom, est arrivée peu après, transformant l'appartement en un centre d'enquête minutieuse. La Dre Moreau a estimé l'heure du décès entre 19h et 22h la nuit précédente. La collecte de preuves a commencé avec la précision d'un rituel, photographie, mesures et la recherche inlassable de tout indice qui pourrait révéler ce qui s'était passé. Parmi les premières découvertes, on notait une empreinte partielle sur le tapis du salon et quelques microfibres de tissu attachées aux vêtements d'Isabelle, des éléments minuscules mais potentiellement cruciaux. Pendant que les techniciens légistes travaillaient, Jean-Pierre Valois a commencé à se plonger dans la vie de la victime. Isabelle était célibataire, avec une vie sociale active dans les cercles artistiques. Récemment, elle avait obtenu une bourse prestigieuse pour un projet de recherche à Florence, une réalisation qui, on l'apprendra plus tard, a suscité à la fois de l'admiration et une certaine jalousie dans son milieu. L'enquête initiale a également révélé des indices mystérieux, des appels anonymes fréquents provenant de cabines téléphoniques près de l'appartement d'Isabelle dans les jours précédant sa mort. Les premiers suspects ont été rapidement identifiés et interrogés. Un ex-petit ami, avec un alibi solide, et un étudiant mécontent de ses notes, qui avait également un alibi vérifié. La complexité de l'affaire Isabelle Dubois commençait à se dévoiler, promettant d'être une énigme difficile à déchiffrer. Plus de 40 témoins ont été interrogés dans les jours et semaines qui ont suivi le crime. Amis, collègues, étudiants, voisins. Tous essayaient de donner un sens à la tragédie qui avait coûté la vie vibrante d'Isabelle Dubois. Parmi les nombreux témoignages, un nom a commencé à surgir avec une fréquence troublante. Antoine Lefebvre. Un voisin discret de l'étage du dessous, Antoine était un peintre en herbe, un talent prometteur, mais aussi un esprit tourmenté par l'envie. Il avait été l'élève d'Isabelle à l'école des Beaux-Arts et plus récemment son concurrent dans la course pour la même bourse prestigieuse à Florence. Le rejet de son travail par Isabelle et la perte consécutive de la bourse étaient un affront qu'il n'avait pas caché, un coup profond porté à son orgueil artistique et personnel. Les interrogatoires avec Antoine ont révélé des incohérences.
Bien qu'il ait un alibi pour la nuit du crime, celui-ci était fragile, reposant sur des témoignages de connaissances lointaines qui n'ont pas pu être entièrement vérifiés. L'équipe de Jean-Pierre Valois a senti qu'il y avait quelque chose d'artificiel dans son calme, une froideur qui contrastait avec la gravité de la situation. Curieusement, les relevés téléphoniques de cette période ont révélé un appel passé depuis l'appartement d'Isabelle, des heures après l'heure estimée de sa mort, un détail troublant qui ne correspondait pas à un scénario de vol ou de crime passionnel aléatoire. Qui aurait passé cet appel et pourquoi ? Quelques jours après le premier interrogatoire, Antoine Lefebvre a tout simplement disparu. Ses voisins ont affirmé qu'il avait déménagé dans une nouvelle ville, Toulouse, pour un emploi qui, après vérification, s'est avéré inexistant. Une fuite, un faux alibi, un faux pas qui soulevait plus de soupçons que de réponses. La police a tenté de le localiser, mais sans succès. L'enquête a commencé à perdre de son élan. Les indices initiaux, comme l'empreinte partielle et les microfibres, n'ont pas pu être associés à un suspect avec la technologie de l'époque. Cependant, le manque de preuves concrètes et l'absence d'un mobile clair ont mené l'affaire à une impasse. Avec le temps, les pistes se sont refroidies et le manque de preuves concrètes, ajouté à l'absence d'un mobile clair pour une telle violence, a fait que l'affaire Isabelle Dubois a été classée sans suite après 6 longs mois d'enquêtes exhaustives. Jean-Pierre Valois, cependant, refusait d'abandonner l'affaire. Il sentait qu'il y avait quelque chose d'essentiel qui lui échappait, une pièce du puzzle qui refusait d'apparaître. Même sous la pression hiérarchique de se consacrer à de nouvelles affaires, il revisitait le dossier pendant ses moments de temps libre, comme si la voix d'Isabelle réclamait toujours justice au milieu des papiers poussiéreux de son bureau. La vie d'Isabelle, qu'il avait étudiée si minutieusement, restait vivante dans son esprit. Sa meilleure amie, Claire Moreau, une artiste, a décrit Isabelle comme une force de la nature, une femme qui vivait et respirait l'art. Elle avait un don, un regard qui voyait la beauté là où les autres voyaient le commun, a confié Claire, la voix brisée. Mais aussi un caractère bien trempé, qui ne tolérait pas la médiocrité ou la fausseté. Peut-être que cela a été sa perte. Le directeur de l'école des beaux-arts, M. Dubois, a déploré la perte d'une professeure si inspirante, reconnaissant que son talent et sa franchise auraient pu créer des inimitiés dans le monde compétitif de l'art parisien. Parmi les analyses supplémentaires, la graphologie de quelques notes anonymes qu'Isabelle avait reçues, avec des critiques cinglantes de son travail et même des insinuations de harcèlement, a été commandée. Le résultat a montré un schéma d'écriture obsessionnel, presque maniaque, mais sans suspect, clair, à qui le comparer directement. Les notes, pleines de jalousie et de ressentiment, semblaient refléter la frustration de quelqu'un qui se sentait éclipsé par l'éclat d'Isabelle. Pour Jean-Pierre, l'obsession évidente dans ces messages anonymes ne faisait qu'approfondir sa conviction que le crime était personnel, un acte de vengeance, et non un vol qui a mal tourné. Mais sans Antoine Lefebvre, le principal suspect et sans nouvelles preuves, l'affaire est restée un cold case, une plaie ouverte au cœur de Paris, attendant un coup de grâce qui tarderait à arriver. 28 ans ont passé, mais l'affaire Isabelle Dubois n'a jamais cessé de hanter les couloirs de la brigade criminelle de Paris. Pour Jean-Pierre Valois, désormais à la retraite, c'était une ombre persistante, un rappel d'un échec qu'il portait dans son cœur. En 2018, cependant, un nouvel espoir a surgi. Une initiative de mémoire judiciaire, dédiée à la révision des affaires non résolues à l'aide de technologies médico-légales modernes, a mis en lumière le dossier poussiéreux d'Isabelle. À la tête de cette nouvelle équipe se trouvait l'inspecteur Tristan Blackwood, un jeune détective, mais avec un esprit vif et une patience presque monastique pour les détails. Tristan s'est plongé dans l'affaire avec la dévotion d'un archéologue déterrant un artefact ancien. Les boîtes de dossiers, jaunies par le temps, étaient un labyrinthe de rapports de police, de dépositions de témoins et de photographies en noir et blanc. Il a passé des semaines immergé dans cet univers de papier, essayant de voir ce qui avait été ignoré ou mal interprété dans les enquêtes originales.
Son regard exercé ne cherchait pas seulement ce qui était évident, mais ce qui se cachait entre les lignes, dans les petites anomalies que le temps et la technologie pourraient enfin déchiffrer. L'affaire d'Isabelle, avec son manque de mobile clair et la disparition du principal suspect, était un puzzle qui l'intriguait profondément. C'est au cours de cette révision minutieuse que Tristan a commencé à se concentrer sur 2 pièces de preuve qui, à l'époque, avaient été jugées non concluantes. Les microfibres de tissu trouvées sur les vêtements d'Isabelle et un petit bouton de manchette orné, initialement écarté comme appartenant à la victime elle-même, trouvé sous le chevalet renversé. Les rapports de la Dre Sylvie Moreau mentionnaient les fibres, mais la technologie de 1990 ne permettait pas une analyse ADN efficace. Le bouton, quant à lui, avait été catalogué comme un objet personnel d'Isabelle, sans plus de pertinence. Cependant, Tristan a remarqué un détail subtil sur les vieilles photos. Le design du bouton semblait masculin et ne correspondait pas au style connu de la professeure. Une petite, mais significative dissonance. Les avancées dans l'analyse ADN forensique ont permis à Tristan d'envoyer les microfibres et le bouton à un laboratoire de pointe. L'attente était palpable. La réponse est arrivée quelques semaines plus tard, et elle a été électrisante. Les microfibres contenaient un profil ADN masculin partiel, et, plus important encore, le bouton de manchette, en étant réexaminé avec des techniques modernes, a révélé des résidus minuscules de peau humaine, également avec un profil ADN masculin. C'était une piste concrète, un lien biologique laissé sur la scène du crime, quelque chose dont les détectives de 1990 ne pouvaient que rêver. Le profil a été inséré dans la base de données forensique nationale et internationale, l'espoir d'un match grandissant chaque jour. Parallèlement, Tristan a revisité la vie d'Isabelle Dubois à travers son agenda personnel, un journal qu'elle tenait avec des notes sur ses rendez-vous, ses pensées et surtout ses rencontres. Il a remarqué des mentions répétées d'Antoine, suivies de commentaires qui variaient de désagréments à pression inutile. Les notes indiquaient qu'Isabelle était de plus en plus mal à l'aise avec l'attention persistante d'Antoine Lefebvre, le voisin et ancien étudiant. Il y avait une note d'une rencontre dans un café où Isabelle avait, apparemment, rejeté une proposition d'Antoine, à la fois professionnellement et personnellement, lui causant un grand chagrin. De nouvelles interviews avec d'anciens amis et collègues d'Isabelle, désormais plus âgés et disposés à parler avec une perspective plus distante, ont corroboré ces notes. Claire Moreau, la meilleure amie d'Isabelle, qui avait été interrogée par Jean-Pierre Valois des décennies plus tôt, a révélé des détails que, à l'époque, elle avait minimisés, peut-être par loyauté ou par peur. Isabelle disait qu'Antoine était talentueux, oui, mais qu'il avait une obsession maladive pour elle, un air de ressentiment quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait, a avoué Claire, la voix chargée d'émotion. Elle se sentait surveillée, comme s'il était toujours à l'affût, attendant une opportunité. C'était plus qu'une simple admiration, c'était quelque chose de sombre, presque du harcèlement. C'était vraiment troublant. Ces révélations, ajoutées aux nouvelles preuves ADN, ont commencé à consolider la figure d'Antoine Lefebvre en tant que principal suspect, non seulement un ancien étudiant insatisfait, mais un homme avec une fixation dangereuse. Le cold case d'Isabelle Dubois se réchauffait. Les révélations sur l'obsession d'Antoine Lefebvre, ajoutées aux nouvelles preuves ADN, ont consolidé la figure de l'ancien étudiant comme principal suspect. Mais l'inspecteur Tristan Blackwood savait qu'il fallait plus, une preuve irréfutable qui connecte Antoine directement à la scène du crime. Il a reporté son attention sur l'empreinte partielle trouvée sur le tapis du salon d'Isabelle, un détail qui, en 1990, avait été impossible à analyser avec la précision requise. Avec les technologies modernes de reconstruction numérique, l'équipe médico-légale a pu créer un modèle tridimensionnel de l'empreinte, révélant non seulement la taille de la chaussure, mais aussi le motif exact de la semelle. C'était une chaussure pour homme, d'un modèle spécifique courant à l'époque, mais qui maintenant, avec la clarté numérique,
pourrait être un lien vital. La précision de l'image était remarquable, un tour de force de la science forensique. Pendant que l'analyse de l'empreinte avançait, le profil ADN masculin obtenu des microfibres et du bouton de manchette a finalement trouvé un match dans la base de données. La nouvelle a fait le cœur de Tristan s'accélérer. L'ADN appartenait à un homme nommé Warren Phillips, un conservateur d'art renommé qui vivait à Toulouse. La surprise a été moindre pour Tristan que pour la plupart de son équipe. La persistance de Jean-Pierre Valois à maintenir le dossier d'Antoine Lefèvre à jour, même après des décennies, portait enfin ses fruits. Le nom de Warren Phillips était lié à un ancien enregistrement d'Antoine Lefèvre qui avait changé d'identité légalement des années après sa disparition de Paris, dans une tentative d'effacer son passé et de construire une nouvelle vie. Le faux emploi à Toulouse, mentionné dans les vieux dossiers, était maintenant une carrière brillante et respectable. Warren Phillips, l'ancien Antoine Lefèvre, vivait une vie apparemment tranquille et couronnée de succès à Toulouse, loin des ombres de Paris. Il était une figure respectée sur la scène artistique locale, avec sa propre galerie d'art et un cercle social influent. Personne à Toulouse ne se doutait de l'obscurité qu'il portait de son passé. Tristan et son équipe ont monté une opération de surveillance discrète. Ils ont observé Warren pendant des jours, étudiant ses habitudes, sa routine, sa manière d'être. C'était un homme méticuleux, avec un air de sophistication. Mais Tristan a noté une froideur calculée dans ses gestes, une distance dans son regard qui lui rappelait les témoignages sur l'Antoine Lefèvre de 1990. L'objectif était d'obtenir un échantillon d'ADN de Warren Phillips à son insu pour une comparaison définitive avec les preuves de la scène de crime d'Isabelle. L'opportunité est apparue dans un café que Warren fréquentait quotidiennement. Après qu'il ait fini son café et soit parti, un membre de l'équipe de surveillance, déguisé, a ramassé la tasse de café jetée de la table. La tasse a été immédiatement envoyée au laboratoire médico-légal. L'attente a été angoissante, mais la confirmation est venue rapidement. L'ADN de la tasse de café était une concordance absolue avec le profil trouvé sur les microfibres et le bouton de manchette de la scène du crime. La dernière pièce du puzzle était en place. Antoine Lefèvre, maintenant Warren Phillips, était, sans l'ombre d'un doute, l'homme qui se trouvait dans l'appartement d'Isabelle Dubois la nuit de son assassinat. Le cold case de Paris était sur le point d'être résolu. La confirmation de l'ADN a été le coup de grâce que Tristan Blackwood attendait. Par une matinée froide et brumeuse à Toulouse, le calme que Warren Phillips avait méticuleusement construit pendant près de 3 décennies a été abruptement brisé. L'équipe de l'inspecteur Blackwood, avec le soutien de la police locale, a exécuté le mandat d'arrêt. Il n'y a eu ni spectacle ni résistance dramatique. Warren Phillips, trouvé dans sa galerie d'art, entouré d'œuvres modernes et de clients insouciants, a réagi avec un calme troublant. Ses yeux, qui auparavant exprimaient une fierté contenue en parlant d'art, révélaient maintenant une profonde résignation. « Je savais que ce jour arriverait, mon cher », a-t-il murmuré à Tristan, presque dans un chuchotement, alors que les menottes en acier froid étaient attachées à ses poignets. La phrase portait le poids d'années de secrets et la certitude que le passé, aussi enterré soit-il, trouve toujours un chemin vers la surface. Le voyage de retour à Paris a été long et silencieux. Warren Phillips, l'homme qui avait été Antoine Lefèvre, est resté impassible, avec un regard distant, perdu dans des souvenirs que Tristan ne pouvait qu'imaginer. La salle d'interrogatoire, froide et sans fenêtre, au siège de la brigade criminelle à Paris, était un contraste brutal avec la vie sophistiquée qu'il avait menée à Toulouse. Tristan s'est assis devant lui, le dossier d'Isabelle Dubois ouvert sur la table, les photographies de la scène de crime de 1990 éparpillées comme des fantômes silencieux. Initialement, Warren a maintenu sa position de déni, défendant son alibi de 1990, mais à chaque preuve présentée par Tristan, la façade d'invincibilité a commencé à s'effondrer. L'ADN, irréfutable, sur les microfibres et le bouton de manchette. La reconstruction numérique de l'empreinte, qui correspondait parfaitement à la taille et au motif d'une chaussure qu'il portait à l'époque.
Et puis, Tristan lui a montré une image granuleuse d'une vieille vidéo de surveillance, récupérée d'une caméra de sécurité d'une banque près de la rue des Beaux-Arts. L'image, bien qu'obscure, montrait une figure masculine, avec un manteau distinctif, entrant dans l'immeuble d'Isabelle Dubois vers 19h30 la nuit du crime, et en sortant rapidement vers 22h15. Le manteau, bien que commun, était identique à celui qu'Antoine Lefèvre avait été vu porter à d'autres occasions. C'était la preuve visuelle manquante, un lien temporel indéniable. Face au poids écrasant des preuves, le calme de Warren Phillips a finalement cédé. Il a commencé à parler, d'abord avec des phrases courtes et évasives, mais bientôt un torrent de ressentiment et d'obsession a jailli de ses lèvres. Sa voix, autrefois contrôlée, portait maintenant une amertume profonde. Isabelle, elle était brillante, oui, mais aussi cruelle. Elle voyait mon âme dans mon art et la considérait médiocre. Elle m'a humilié, vous comprenez? Pas seulement une fois, mais à plusieurs reprises. La jalousie pour la bourse à Florence a été le premier catalyseur. Il se sentait supérieur, plus méritant, et le choix d'Isabelle a été un coup porté à son orgueil. Mais la jalousie professionnelle s'est transformée en quelque chose de plus sombre, une obsession personnelle. Il la désirait, à la fois comme mentor et comme femme, et chaque rejet nourrissait un monstre à l'intérieur de lui. Je l'aimais, ou je pensais que je l'aimais, mais elle ne voyait que mes défauts, mes échecs. Elle a ri de ma proposition, de ma passion. C'était insupportable. La nuit du crime, il est allé dans son appartement avec l'intention de la confronter, de lui faire voir sa valeur, de la supplier pour une chance. Mais la discussion a dégénéré. Isabelle, avec sa franchise habituelle, a critiqué durement une de ses nouvelles toiles, la qualifiant de sans âme, et a réaffirmé son rejet envers lui, tant sur le plan artistique que personnel. Elle a déchiré la toile, monsieur, comme si elle déchirait mon cœur. Cette toile, c'était tout ce que j'avais. La fureur, contenue si longtemps, a explosé. Il a pris le vase en céramique qui était sur la table et, dans un accès de rage aveugle, a frappé Isabelle. Les empreintes digitales de Warren Phillips, maintenant confirmées par la technologie moderne, ont été trouvées sur le plus grand fragment du vase brisé, l'arme du crime. Il a avoué avoir passé l'appel mystérieux depuis son appartement des heures plus tard, dans un moment de panique et de désorientation, espérant que cela créerait une distraction, une fausse piste. Ensuite, il a fui, a changé d'identité, a construit une nouvelle vie, mais le fantôme d'Isabelle ne l'a jamais quitté. La confession, détaillée et angoissante, fermait un cercle de près de 3 décennies, révélant l'étendue de l'obsession destructrice qui avait coûté une vie et en avait corrodé une autre. L'affaire Isabelle Dubois était, enfin, élucidée. Le procès de Warren Phillips, l'homme autrefois connu sous le nom d'Antoine Lefèvre, a eu lieu en 2020 au Palais de justice de Paris, près de 30 ans après le crime. La salle d'audience était bondée, avec la presse et la famille d'Isabelle Dubois cherchant enfin les réponses et la justice qui leur avait été refusée si longtemps. La sœur cadette d'Isabelle, Cécile Dubois, aujourd'hui une femme mûre, a fait un témoignage ému, décrivant la douleur insupportable de la perte et l'absence constante de sa sœur, dont l'art et l'esprit vibrant ont été brutalement réduits au silence. Elle a lu des extraits du journal d'Isabelle que l'inspecteur Blackwood avait trouvé, révélant le malaise croissant de la victime face au harcèlement d'Antoine, et ses notes sur le regard sombre qu'il lui lançait. Le parquet a présenté les preuves accablantes. L'ADN sur les microfibres et le bouton de manchette, la reconstruction de l'empreinte, l'ancienne vidéo de surveillance, les empreintes digitales sur le vase brisé et, surtout, la confession détaillée de l'accusé. Un psychiatre légiste, le docteur François Leclerc, a diagnostiqué Warren Phillips comme ayant une personnalité narcissique et obsessionnelle, expliquant comment le rejet et l'envie auraient pu dégénérer en un acte de violence prémédité. Les journaux secrets d'Antoine, trouvés dans son appartement à Toulouse, ont été présentés comme preuve de son obsession et de sa préméditation,
avec des pages remplies de dessins d'Isabelle et de notes pleines de rage sur sa cruauté et son talent volé. Après un procès qui a captivé l'attention de la nation, le verdict est tombé, coupable. Warren Phillips a été condamné à 28 ans de prison, 1 an pour chaque année où la justice avait été retardée. Pour l'inspecteur Tristan Blackwood, la résolution de l'affaire Isabelle Dubois a été plus qu'un cas classé. Ce fut une réparation à la mémoire d'une femme et à la foi en la justice. Il a visité la tombe d'Isabelle au cimetière de Montparnasse, un lieu serein où l'art et la vie se rencontrent. Là, parmi les fleurs fraîches, il a réfléchi à la ténacité de la vérité et à la manière dont le temps, bien qu'il puisse estomper les souvenirs, n'efface jamais complètement les cicatrices d'une obsession. La justice, aussi tardive soit-elle, trouve toujours son chemin, offrant un dernier adieu à ceux qui ont attendu. Cette histoire d'obsession et de justice tardive nous rappelle que, même dans les cas les plus froids, l'espoir de réponse ne meurt jamais. Si vous connaissez un cold case qui mérite d'être réexaminé, partagez-le. La vérité, parfois, n'a besoin que d'un nouveau regard pour émerger de l'ombre.